LCI, 16h45, le grand dossier de Delphine Jubilard, la fin du mystère. Un incroyable rebondissement vient ponctuer cette affaire. Des ossements probablement humains ont été retrouvés près de Mayock, dans le Tarn. Des ossements retrouvés sur indication de Cédric Jubilard, principal suspect puis condamné pour le meurtre de son épouse disparue en décembre 2020. Un rebondissement. Et après, s'agit-il oui ou non du corps de Delphine Jubilard? Ce serait logique, en tout cas après ce coup de théâtre d'il y a 10 jours. Souvenez-vous-en, Cédric était passé aux aveux dans une lettre adressée à son avocat. Il avait reconnu sa responsabilité dans la mort de celle qui fut sa compagne. Responsabilité, intentionnalité, remords ou manipulation. Une dispute a-t-elle mal tourné ou au contraire ce meurtre était-il prémédité? Tous ces mots sont évidemment lourds et chargés de sens. Toutes ces questions, on va se les poser à 2 mois pratiquement de l'ouverture du procès en appel de Cédric Jubilard pour le meurtre de Delphine. Épilogue peut-être de l'un des plus grands mystères judiciaires français de ces dernières années. Et c'est près de Mayock, Kylian Prévost et Marie Hollander que l'histoire s'est accélérée. Les fouilles sont en cours. Oui, effectivement, c'est dans cette zone boisée qu'on voit derrière moi que les recherches se poursuivent, notamment pour essayer de découvrir d'autres éléments. On le rappelle, c'est ici donc que des ossements ont été retrouvés, peut-être donc ceux de Delphine Jubilard. Et en attendant, les autorités sont donc sur place, à la fois pour scanner, cartographier la zone à la recherche d'éléments complémentaires, mais aussi également pour empêcher les accès à d'éventuelles personnes qui voudraient venir voir la zone, mais aussi aux journalistes pour maintenir une sérénité dans l'enquête. Je vous propose d'écouter la gendarmerie du Tarn qu'on a interrogée tout à l'heure. On est sur un dispositif qui a été mis en place avec les mobiles, les gendarmes mobiles, pour interdire une zone pour permettre des fouilles et des actes judiciaires en toute sécurité et en toute quiétude. Donc il faut respecter le secret de la procédure et le secret de l'enquête. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce bouclage pour que tout le monde, que ce soit les médias ou que ce soit les curieux, reste à l'extérieur et qu'on puisse, nous, travailler correctement. Alors ce travail de la gendarmerie, ce travail de terrain sera évidemment complété par des travaux en laboratoire, notamment des scientifiques qui vont vérifier à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie si l'ADN retrouvé sur place, si les ossements coïncident avec celui du corps de Delphine Jubilard. Cela pourrait prendre quelques heures, nous dit-on, à 48 heures maximum. Merci à vous, Kylian Prévost. Merci également à Marie Hollander qui vous accompagne derrière la caméra. 16h49, le grand dossier. L'affaire Jubilard, était-ce la fin d'un mystère passionnant, mystère qui a passionné la France pendant près de 6 ans. C'était l'histoire d'un meurtre sans corps, sans preuve, sans aveu. Mais ça, c'était avant le 6 juillet dernier, où coup de théâtre, je le disais, Cédric Jubilard a décidé de passer aux aveux, reconnaissant sa responsabilité dans la mort de son épouse. Et ces aveux ont conduit incroyable rebondissement à la découverte aujourd'hui, on l'a entendu, d'ossements probablement humains. On présume, et j'ai envie de dire on présume fortement, mais l'enquête le dira, qu'il s'agit du corps de Delphine Jubilard, et c'est avec vous qu'on va en parler aujourd'hui sur ce plateau. Philippe Gaudin, bonjour, merci. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous dans ce grand dossier. Vous êtes rédacteur en chef à LCI, spécialiste des faits divers, et vous avez consacré la semaine dernière sur LCI une affaire criminelle, justement, précisément sur cette affaire Delphine Jubilard. À vos côtés, Marie Violot, avocate, pénaliste. Vous défendez un grand nombre de suspects, de clients qui sont suspectés d'avoir commis des crimes, et il faut pouvoir les défendre et parfois même les pousser à avouer, comme ça a été le cas dans cette affaire. On sera curieux de vous entendre sur la manière dont on s'y prend peut-être pour gagner la confiance d'un de ses clients. Vous êtes également accompagné de Raphaël Maillochon, journaliste police-justice TF1 LCI. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez de nombreuses informations à nous donner. Les fouilles, elles sont en cours au moment même où on se parle, et on a besoin de vos éclairages, et on a besoin des vôtres également, Guillaume Fard, consultant police-justice TF1 LCI. D'abord, un mot, Philippe Gaudin, vous la connaissez parfaitement, cette affaire. Il y a eu un coup de théâtre, je le disais, le 6 juillet dernier, et puis aujourd'hui, 16 juillet, des ossements probablement humains ont été retrouvés. Ce rebondissement, vous y attendiez? Une fois, en tout cas, on est dans une certaine logique. Je dirais pas que je m'y attendais, parce qu'on pouvait
et c'est ce que disaient les parties civiles, s'attendre à un nouveau mauvais tour de Cédric Jubilard. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il avait fait des confessions en disant j'ai donné la mort à Delphine Jubilard qu'il allait forcément indiquer le lieu. Il disait dans la lettre qu'il aiderait à retrouver, mais on a connu par le passé des Cécile Bourgeon qui avait tué sa petite Fiona, emmener les enquêteurs dans un parc, dire je crois que c'était au niveau de cet arbre-là, et puis on creuse, il n'y a rien, non je crois que c'était là. Francis Saulme a fait exactement la même chose dans le parc du Sautou. Le procureur Yves Charpenel à l'époque était à ses côtés et on essayait de retrouver des corps qu'on ne retrouvait jamais. Cédric Jubilard aurait pu conduire des gendarmes à un endroit et dire « Ah, je croyais que c'était là, puis finalement non ». C'est pas ce qu'il a fait. Il est là en cohérence avec ce qu'il a visiblement dit à ses avocats. Il avait dit « J'aiderai à retrouver le corps de Delphine Jubilard pour offrir une sépulture aux enfants ». Là, pour le coup, c'est ce qu'il a fait. Il a été entendu hier. Il a donné des informations hier suffisantes pour qu'on organise aujourd'hui ces fouilles. Elles ont été préparées, minutieusement organisées, et c'est allé très vite. Une fois qu'il est arrivé sur le terrain, on n'a pas mis très longtemps à retrouver les premiers ossements. Donc pour l'instant, il est en cohérence avec la démarche dans laquelle il est entré depuis le 6 juillet. Alors je le disais, 6 juillet, précisément 10 juillet, en 10 jours, cette affaire Jubilard, elle s'est accélérée. Et je vais rejoindre sans plus attendre Sylvia Amicone devant ce grand écran, en images et en fait. Vous allez nous raconter, nous décrire comment cette histoire, elle a basculé. Alors effectivement, c'est dans ce centre de détention qu'on va voir derrière moi de Cesse, près de Toulouse, que Cédric Jubilard écrit une lettre, un 7 ans courrier, adressé à son avocat Pierre Dubuisson. Et dans cette lettre, Cédric Jubilard admet pour la première fois sa responsabilité dans la disparition de sa femme, Delphine, une infirmière de 33 ans, dont on a perdu la trace le 15 décembre 2020. Il évoque une dispute sans en indiquer les circonstances. Une lettre qui intervient donc plus de 5 ans et demi après cette soirée du 15 décembre. On rappelle que Cédric Jubilard est à l'isolement. Il est détenu depuis juin 2021 et dans l'attente de son procès en appel qui doit se dérouler en septembre 2026. Donc ce septembre, en première instance, en octobre 2025, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Tarn. Une affaire, Guillaume, sans corps, sans aveu, sans preuve formelle. Et à l'issue de cette lettre dont vous nous avez parlé, une conférence de presse a été organisée. Effectivement, nous sommes le 6 juillet, une conférence au cours de laquelle Maître Dubuisson confirme les aveux de son client. Selon lui, il est prêt à collaborer entièrement avec la justice, à indiquer aux enquêteurs où se trouve le corps, un corps qu'il a dissimulé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé malgré les fouilles. Écoutez Maître Dubuisson. Un jour, il y a quelques semaines, il m'a dit « Écoutez, maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. » L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Un nouvel avocat qui est à ses côtés depuis 6 mois, qui a donc réussi à obtenir ses aveux là où l'ancienne équipe avait échoué. Une nouvelle équipe qui a protesté contre ces conditions de détention. Maître Dubuisson dit avoir tissé des liens de confiance avec le peintre plaquiste. Il explique que Cédric Jubilard avait besoin de parler, c'est ce qui motive son passage aux aveux. Et pour expliquer son mutisme pendant 5 ans et demi, il évoque la pression médiatique, la pression très forte des enquêteurs, sa prise de médicaments et son régime carcéral à l'isolement. Et puis Sylvia, troisième acte et peut-être épilogue de cette affaire, des fouilles sont organisées. Oui, mais avant cela, Cédric Jubilard est entendu hier par la justice à la demande de ses avocats. Il avoue sa responsabilité selon ce communiqué du parquet général de la cour d'appel de Toulouse diffusé. Aujourd'hui, des fouilles sont lancées sur le lieu désigné par Cédric Jubilard. Nous sommes à Mayoc, à 10 km de Cagnac-les-Mines. C'est là, dans le Tarn, où le couple résidait, là où Delphine Jubilard a été vue pour la dernière fois, un secteur qui n'avait jamais été fouillé. Cédric Jubilard est sur place, aux côtés des gendarmes et des techniciens en investigation criminelle. Et assez rapidement, des ossements potentiellement humains sont retrouvés, des ossements qui sont en train d'être analysés. Merci à vous, Sylvia. Sans plus attendre, nous sommes en liaison avec Maître Philippe Pressec, qui est l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. Maître, première question. On parle d'ossements probablement humains qui viennent d'être retrouvés. J'imagine que pour votre cliente, c'est un soulagement.
Oui, bien sûr, c'est un grand soulagement. C'est quelque chose que nous attendons depuis maintenant 6 ans. 6 ans que nous expliquons que Cédric Jubilard est manifestement coupable, que l'enquête a montré de manière certaine sa culpabilité. Ce sont des aveux qui font du bien à entendre. Maintenant, nous attendons de la part de Cédric Jubilard de l'authenticité et de la sincérité dans ses déclarations. Raphaël Maillochon, on va revenir vers vous, Maître Pressec, évidemment, mais au moment où on se parle, vous voyez que des images sont diffusées sur notre antenne, des fouilles sont en train d'être effectuées sur les lieux où ont été retrouvés les premiers ossements, et je cite, probablement humains. Oui, probablement humains, des ossements qui ne sont pas encore identifiés, ça aussi il faut le préciser, et les gendarmes sont toujours sur place, c'est vrai, il y a un vaste dispositif avec une centaine de gendarmes mobilisés et un dispositif complet. Vous avez un escadron de gendarmerie mobile, ce sont ces bus bleus que nous avons vus pour tenir à bonne distance curieux, badauds et journalistes. Ensuite, vous avez les services enquêteurs, la section de recherche de Toulouse, les gendarmes du Tarn, également des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Je ne serais pas complet si je ne citais pas des équipes cynophiles, donc avec des chiens spécialisés dans les restes humains et une équipe de lutte anti-drone. Voilà pour le dispositif. Le plus gros des recherches, Guillaume, il s'est surtout concentré ce matin, fin de matinée, avec lorsqu'on a appris cette information que des ossements avaient été effectivement retrouvés grâce à cette machine que vous voyez à l'instant où je parle, un engin de chantier qui a été amené sur place pour pouvoir procéder à ces vérifications et à ces fouilles. Enfin, je terminerai en donnant cette précision. Les ossements ont été retrouvés, selon nos informations, à plusieurs dizaines de centimètres sous la terre, dans un champ, dans un espace, en tout cas on le voit en bordure de route départementale, qui dans cette affaire, dans ce dossier instruit, jusqu'ici n'avait jamais été fouillé. Mais ça c'est extrêmement important, ce que vous soulevez, et je vais me tourner vers Guillaume Fabre. Des ossements retrouvés, encore non identifiés, retrouvés à une dizaine de centimètres enterrés sous le sol, ça veut dire que ces ossements ont été enterrés et non pas vaguement dissimulés. C'est très important, oui. Ça. Mais ça veut dire d'abord qu'il a pris le temps nécessaire pour le faire, parce que la dissimulation prend évidemment moins de temps que l'enfouissement. Si vous laissez juste le corps en surface et que vous le dissimulez, c'est pas le même temps que l'enfouissement, où là il faut creuser, et même quelques dizaines de centimètres, il faut quand même prendre le temps de le faire. Et maintenant, tout l'enjeu, ça va être de réfléchir en termes de préméditation. Est-ce que cet endroit où on a découvert les ossements en marge d'un champ de blé, de ce que j'ai compris, c'est un endroit qu'il avait repéré? Est-ce qu'il s'y était rendu fréquemment les jours qui précèdent? Est-ce qu'il y avait pensé? Est-ce qu'il y est retourné dans les 6 mois qui séparent la disparition de Delphine Jubilard entre le 15 et le 16 décembre 2020 et son placement en détention provisoire à l'été 2021? Est-ce qu'il y est retourné ne serait-ce que pour déplacer, modifier ce qui est le lieu où on a retrouvé ces ossements? En tout cas, c'est des questions qui se posent. Sur la préméditation, il y a eu beaucoup d'actes d'enquête, notamment en téléphonie, des analyses de son téléphone, des analyses des connexions de son téléphone pour essayer de voir où est-ce qu'il s'était rendu, où est-ce qu'il avait cheminé dans les semaines qui précèdent. Et c'est une zone qui effectivement n'était pas spécifiquement ressortie et n'avait pas été fouillée. Pour autant, ça va être des questions qui vont lui être posées. C'est un enfant du pays, Cédric Jubilard. Donc c'est dans quelle mesure vous connaissez cet endroit, dans quelle mesure vous avez réfléchi au fait que si un jour vous aviez eu envie de dissimuler un corps, vous seriez allé là prioritairement. Parce que toutes ces déclarations, évidemment, elles vont peser sur le procès d'assises à venir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lors du transport de Cédric Jubilard sur site, tout ce qu'il dit est consigné par un greffier. C'est-à-dire que c'est pas simplement... Autant d'éléments à charge possible. Et bien c'est surtout que ce sont des éléments qu'il faut corroborer par les constatations. Donc tout ce qu'il dit fait l'objet de vérification. Tout cela est consigné et ça va enrichir la procédure. Toutes ces questions que vous soulevez, Guillaume Fabre, j'imagine que Maître Philippe Pressec, vous les entendez, vous les posez, mais ce sont également les familles que vous représentez, celle de la cousine en particulier de Delphine Jubilard que vous représentez, qui attend maintenant la vérité dans cette affaire, 5 ans et demi après les faits. Oui, en effet, c'est ce que je vous disais, on attend des déclarations honnêtes et sincères de Cédric Jubilard, parce que c'est vrai que faire des aveux 6 ans après les faits, c'est complètement différent de les faire que quelques mois après, parce que Cédric Jubilard sait très bien que les restes qui vont être retrouvés vont être pratiquement inexploitables.
on va pouvoir savoir si c'est effectivement les restes de la victime, mais on ne pourra avoir aucun élément potentiellement incriminant sur la manière dont elle est morte. Donc on va devoir se contenter du discours qu'il a fait à la présidente de la cour d'assises, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a donné la mort à son épouse, sans doute selon ce qu'il va raconter de manière non volontaire. Et là, on rentre dans une stratégie judiciaire qui est assez classique, consistant à essayer de faire baisser la peine en avouant un meurtre, mais un meurtre qui ne serait pas involontaire, et donc des coups mortels. En tout cas, Cédric Jubilard, de manière théâtrale, coup de théâtre le 6 juillet dernier, il est passé aux aveux, il a adressé une lettre à son avocat et il a lui-même organisé une conférence de presse. On en parlera un peu plus tard dans cette émission, mais tout de même, il nous parle d'un travail, d'un lien de confiance qu'il a tissé. On l'écoute et on en parle juste après. J'ai appris à le connaître, j'ai tissé une relation de confiance et progressivement et assez rapidement, j'ai ressenti que celui-ci avait le besoin profond de parler. Il était verrouillé quelque part psychologiquement depuis le début, verrouillé probablement en raison de l'immense pression médiatique qui était exercée sur lui à travers cette affaire qui est donc l'une des plus grandes affaires criminelles françaises de ces dernières années, verrouillé aussi probablement en raison de forme de brutalité qu'il a évoquée, ou en tout cas de pression très forte de la part des enquêteurs. Il m'a dit lui-même, je me suis recroquevillé comme une huître sur mon rocher. Maître Marie Violot, vous êtes avocate pénaliste. Alors voilà, l'avocat de Cédric Jubilard, le nouvel avocat de Cédric Jubilard, parle d'un homme qui était verrouillé, qu'il a fallu, pardonnez-moi l'expression, débloquer. Comment est-ce qu'on tisse ce lien de confiance? Très concrètement, comment est-ce qu'on incite son client à passer aux aveux dans ce type d'affaires? Pardonnez-moi, je vais peut-être revenir sur quelque chose qui me tient à cœur et qui tient beaucoup de confrères à cœur. Les échanges qu'un avocat a avec son client, quels qu'ils soient des échanges oraux, des échanges écrits, des échanges de SMS, peu importe l'endroit dans lequel les échanges se tiennent, sont couverts par le secret professionnel. C'est en fait un principe auquel on se raccroche tous. C'est un principe déontologique et c'est aussi un principe pénal. Et si on viole ce principe-là, on viole la loi pénale et on encourt une sanction déontologique et une sanction pénale. Et en réalité, quand on voit la manière avec laquelle cette conférence de presse, organisée par la défense de Cédric Jubilard, moi je le connais pas, personne ne le connaît autour de ce plateau, Cédric Jubilard, et on a uniquement ce que ces nouveaux avocats veulent bien nous dire de lui. Et ils viennent trahir, c'est comme ça que ça s'appelle, l'intégralité du secret dont ils avaient la charge. C'est-à-dire que même le client ne peut pas nous délier de notre secret. Donc, ce qu'il nous dit... Il y a un choix qui est quand même fait par l'avocat pardonnez-moi de vous interrompre, maître, le nouvel avocat de Cédric Jubilard. Je comprends qu'il piétine dans vos mots la déontologie et gravement, mais il fait ce choix de livrer à la presse et à l'opinion publique le passage aux aveux de cet homme qui est son client. Je me permets de vous répéter cette question parce qu'elle est importante. Comment est-ce que ça se passe, encore une fois, dans la relation client-avocat pour inciter, encore une fois, son client à passer et à dire de telles choses, passer aux aveux? Ça peut se passer de mille et une manières. Ce qui se passe dans ce cas précis-là, c'est apporter sa pierre à l'édifice de ce grand spectacle qu'est l'affaire Cédric Jubilard. C'est comme ça nous on considère les choses. C'est extrêmement médiatisé, c'est donc sujet à imprécision absolue. Là, on est en train de commenter des fouilles qui sont en cours. C'est un acte de procédure dans une instruction criminelle qui doit se faire là aussi sous le sceau du secret, qui prend du temps, qui obéit à un certain nombre de règles et de critères. Et nous, on se trouve à commenter ces fouilles en direct. C'est quelque part participer à ce qui est devenu notre société, une société un peu de spectacle et une société à laquelle prennent part les avocats de Cédric Jubilard. Maintenant, pour en revenir à votre question, comment est-ce qu'on arrive à aller chercher des aveux? J'entendais tout à l'heure quelqu'un dire les avocats ont réussi là où les autres avaient échoué. Comme si c'était un jeu, comme si à la fin de la partie, on allait tous se taper dans la main et on allait décider de qui allait être le plus fort. En fait, aujourd'hui, il y a quand même des parties civiles, il y a quand même des victimes qui ont été les dernières
informé de ce que Cédric Jubilard allait avancer dans ses déclarations. C'est quand même important de le dire aussi. Il y a une conférence de presse qui a été faite. La défense de Cédric Jubilard a choisi les journalistes Et donc, avant l'opinion de publique. choisir les partis civils et la famille de Delphine Jubilard. C'est quand même important de le rappeler. C'est très intéressant de le soulever et on va en parler. La présidente de la cour d'assises Exactement. de Haute-Garonne. Enfin, c'est surtout ça qui est grave en réalité, qui est une violation de la règle. Mais on va en parler, mais je voudrais revenir quand même tout de même et compléter peut-être le propos de Maître Marie Violot. Philippe Gaudin, on peut se questionner sur la déontologie et cette stratégie. N'empêche que, vu de notre place, personne ne connaît ici Cédric Jubilard, cette stratégie, elle a été efficace et les familles auront un peu de la vérité qu'elles attendent. Dimanche sur ce plateau, j'avais Maître Alexandre Martin, l'ancien avocat de Cédric Jubilard, qui lui m'a dit ce que vous venez de dire, à savoir je ne vous dissimulerai pas les échanges personnels que j'ai eus avec Cédric Jubilard, mais qui sur la question de n'avez-vous pas réussi à le faire parler, dit très clairement, moi j'avais un homme qui niait et on n'avait dans le dossier aucune preuve formelle, directe, de la culpabilité de Cédric Jubilard. Donc mon travail d'avocat était de défendre un homme qui disait être innocent et dont aucune preuve formelle ne l'incriminait. Et c'est le travail qu'ont fait Maître Alexandre Martin et Maître Emmanuel Franck. Aujourd'hui, il y a un autre choix de stratégie fait par Cédric Jubilard, ou par remords, ou par intentionnalité pour amoindrir sa peine. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Comment est-il passé aux aveux? Est-ce que c'est sa décision? Est-ce que ses avocats lui ont dit? On a connu ça par le passé. Si vous prenez Jonathan Daval, il a eu énormément de mal à dire la vérité, Jonathan Daval, et lors d'une reconstitution dans le bureau du juge la première fois, acculé par sa belle-famille, notamment par sa belle-mère, il finit par se tourner vers ses avocats et dire: est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux le dire? Et là, les avocats l'accompagnent. Mais le travail de l'avocat, c'est de défendre son client et de l'accompagner si l'avocat a envie d'être, si le client, a envie d'être accompagné dans une parole. Mais le travail de l'avocat n'est pas de le faire avouer. Non, mais peut-être d'inciter encore une fois son client. Quand le client est sur le chemin attend de la vérité judiciaire. Je dis dans l'affaire Jonathan Daval. Quand Jonathan Daval servir ses intérêts. Oui, mais quand le client est dans le déni total et dit ça n'est pas moi et qu'il n'y a aucune preuve formelle qui l'accable, vous ne pouvez pas dire à votre client parlez. En tout cas, vous avez une relation personnelle avec lui qui ne nous regarde pas. Mais quand vous commencez à avoir des éléments de charge qui s'accumulent, vous pouvez dire à votre client, là quand même, il y a ça, D'où la question d'intérêt, Guillaume. Oui, mais je prends notre exemple. Philippe prend l'exemple de l'affaire Daval, je prends l'exemple de l'affaire Lelandais. L'affaire Lelandais, il y a cette bascule où les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale trouvent cette goutte de sang dans le coffre de la voiture de Nordal Lelandais, démontrant que la petite Maëlys a été transportée dans le coffre, ce que Nordal Lelandais niait jusqu'à présent. Que fait Alain Jakubowicz qui défend Nordal Lelandais? Il le confronte à cet élément nouveau et lui dit à partir de maintenant, il va falloir que vous cheminiez avec moi et que vous reconnaissiez un certain nombre de choses. Il y a une discussion qui est du registre du secret. Et il ressort de cette discussion le fait que Nordal Lelandais dit « Très bien, je vais dire où est le corps de la petite Maëlys ». La grande différence avec ce qu'a fait Maître de Buisson, c'est que Alain Jakubowicz, quand il sort de cet entretien en détention avec son client, il appelle le juge. Il n'appelle pas la presse et il convoque pas une conférence de presse dans son cabinet. Mais c'est une nuance de taille. C'est-à-dire qu'il y a des règles procédurales. C'est-à-dire que quand votre client vous dit « je vais parler, voilà des éléments nouveaux », vous appelez le juge. Alors ici, en l'espèce, la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne, qui quand même s'est retrouvée dans une position, elle nous a envoyé un communiqué de presse, demeurant assez inconfortable, de devoir le 6 juillet regarder une conférence de presse pour comprendre ce que l'homme qu'elle doit juger, devait juger, je ne sais pas s'il faut employer l'imparfait ou pas, le 21 septembre prochain, a dit. C'est quand même un peu surprenant. Très important la question que vous posez, parce que est-ce que ça aura une incidence en fait sur le procès en appel? Ça, c'est une question qu'on va devoir se poser, à laquelle on va essayer de répondre ensemble. Mesdames, messieurs, si vous permettez. Je voudrais qu'on revienne ensemble, Philippe Gaudin, sur les dates, les grandes dates clés qui ont marqué cette histoire dont tout le monde parle, qui a passionné la France, immense histoire judiciaire qui commence en réalité dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, la disparition de Delphine Jubilard. Oui, parce que cette affaire, aujourd'hui, effectivement, on redécouvre des ossements, mais c'est la fin, non pas des actes d'enquête, il va y avoir de nouveaux actes d'enquête, mais c'est la fin de 5 ans de mensonges. Mensonges qui a commencé, vous le disiez à juste titre, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. C'est la nuit durant laquelle disparaît Delphine Jubilard. Il faut se rappeler que cette nuit-là, Cédric Jubilard envoie un SMS à des amis de Delphine pour dire « si vous la voyez, dites-lui de rentrer ».
il s'inquiète. C'est lui-même qui, le lendemain matin, va appeler les gendarmes qui vont venir au domicile, trouver une maison en bazar, et à qui il dira « Je pensais qu'elle était partie promener son chien, et puis je l'ai pas revue ». Et c'est ce même Cédric Jubilard qui, quelques jours plus tard, participera aux recherches pour retrouver sa femme, Delphine Jubilard. On est là au premier mensonge. 6 mois plus tard, le 16 juin 2021, il va être placé en garde à vue. On va lui soumettre des éléments. Et puis, on va lui dire, voilà, il y avait un mobile. Delphine Jubilard avait un amant, elle voulait vous quitter, il y avait un mobile. Il va nier pour la seconde fois, de façon extrêmement ferme. Il continue à dire, je n'y suis pour rien. Et le 18 juin 2021, il est mis en examen et il est incarcéré. Va y avoir ensuite des années pendant lesquelles il va continuer à dire « je n'y suis pour rien ». On arrive au 22 septembre 2025, c'est le jour de l'ouverture de son procès. Il arrive toujours dans la dénégation et pourtant dans ce procès, il va y avoir la parole des proches de Delphine Jubilard. Il va y avoir un moment extrêmement émouvant, c'est le moment où on va lire la lettre écrite par Louis, son fils qui a 6 ans au moment de la disparition de Delphine Jubilard, qui demande à son père de dire la vérité, de dire où est Delphine Jubilard. Il n'entend pas, il n'écoute pas, il continue à nier. Conclusion, le 17 octobre 2025, il sera condamné à 30 ans de réclusion. À l'annonce du verdict, il faut se rappeler qu'il n'a quasiment pas de réaction, qu'il est impassible. Sa seule et unique réaction, c'est de regarder une jeune femme qui était dans le public et qui venait quasiment tous les jours dans le public parce que probablement elle s'était un peu éprise de Cédric Jubilard, et il lui dira, ce sont ses seuls mots, « Écris-moi ». Merci à vous Philippe. Je reviens sur une image qui m'a frappé, celle de Cédric Jubilard, Marie Violo, dans son box. Vous parliez de spectacle, de ce spectacle dont vous avez signifié divers aspects, l'aspect médiatique, mais Cédric Jubilard, c'est lui qui a choisi d'être filmé dans son box. C'est plutôt rare, ça. Et alors ? Et alors, est-ce que ça vous surprend ? Vous parliez de la dimension spectaculaire. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène. Est-ce que ça nous renseigne sur cet homme qui est Cédric Jubilard, qui choisit, vous voyez ces images, elles sont quand même frappantes, d'être filmé en première instance lors de son procès aux assises ? S'il avait choisi de ne pas être filmé, ça aurait donné lieu à tout autant de commentaires, je crois. En fait, le procès de Cédric Jubilard, il fait appel à un certain nombre d'éléments extrêmement puissants, extrêmement forts. Il pose la question de l'hystérie médiatique, il pose la question de la place de la victime, il pose la question de la déontologie des avocats. Il y a des aveux de cet homme qui interviennent après des années de procédure. Vous disiez tout à l'heure, les aveux peuvent intervenir stratégiquement parlant, parce qu'on sent une audience en appel arriver et que peut-être on espère avoir une peine amoindrie. Ça peut, des aveux, quelle que soit l'affaire, ils peuvent aussi arriver parce que, en fait, l'auteur principal, en fait, n'en peut plus, et que il y a des choses qui sont mises en place aussi en détention, qu'il faut reconnaître parfois fonctionnent. C'est le suivi psychologique, le suivi psychiatrique, c'est les visiteurs de prison. Il y a des choses qui sont mises en place, et ces choses-là, quand notre système fonctionne, font que parfois les hommes avancent. Et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé pour Cédric Jubilard. Tirer notre chapeau à l'endroit de ses avocats, c'est peut-être un peu rapide et un peu raccourci. On n'est pas en train de célébrer le travail de cet avocat. On s'interroge sur cette stratégie. Je reviens sur l'équipe qui a gagné, etc. Monsieur Maître de Buisson, que de pousser, d'inciter, d'aider son client à passer aux aveux. Et d'ailleurs, Raphaël Maillochon, je me tourne vers vous, permettez-moi de vous interrompre, Maître Violo. Il fait plus que passer aux aveux, il coopère visiblement. Vous suivez cette affaire, Cédric Jubilard ? Il y a 2 choses, effectivement. Le 6 juillet, il y a l'agenda judiciaire qui s'est bousculé avec cette conférence de presse. Et hier, il a été extrait une première fois de sa cellule pour aller rencontrer la présidente de la cour d'appel de Toulouse. Il a indiqué, il a reconnu devant elle être, et là je le cite, à l'origine de la mort de sa compagne, de Delphine Ossaguel Jubilard. Et puis ensuite, il a précisé au magistrat qu'il pouvait orienter les enquêteurs. Le soir, il est retourné au sein de la prison de Toulouse 16, c'était hier soir, et ce matin, sur instruction du juge d'instruction, eh bien, il est une nouvelle fois ressorti de détention, a été extrait, transporté, c'est le jargon judiciaire, sur place, sur cette commune de Mayoc, et c'est sur ces indications que des ossements, je rappelle, humains, à ce stade non identifiés, ont été retrouvés à plusieurs dizaines de centimètres au niveau du sol. Et donc, Cédric Jubilard, effectivement, il passe aux aveux, mais dans cette nouvelle stratégie, je rappelle, il a changé d'avocat. 5 ans, quasiment plus de 5 ans d'accompagnement de ses avocats historiques. Il en choisit de nouveau, Maître Dubuisson, père et fils, et j'y vois 3 axes là-dessus. Le premier,
tenter de faire la lumière de ce qu'il va dire, mais ça sera éclairé par la médecine légale, tenter de requalifier les faits. Je rappelle qu'en première instance, il a écopé de 30 ans de réclusion criminelle. Là, s'il arrive à prouver, avec ses dires, la médecine légale le constate, on pourrait arriver sur des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Comme ils étaient conjoints, époux, il pourrait écoper, enfin en tout cas, il encourt pour ces faits 20 ans de prison, donc 10 ans de moins. Je rappelle qu'il a passé quasiment 6 ans en détention provisoire. Donc c'est un premier axe de stratégie. Le deuxième, c'est de ne plus être à l'isolement. Parce qu'on a entendu Maître Dubuisson, enfin les deux Maître Dubuisson, père et fils, donc, dire que Cédric Jubilard souffrait également de l'isolement, que c'était contraire à ce que disait la Cour européenne des droits de l'homme. Et ils ont tenté le parallèle avec un détenu terroriste, Salah Abdeslam, ça a été évoqué pendant ce point presse, de dire que Cédric Jubilard, il vivait les mêmes conditions de détention qu'un condamné pour terrorisme. Guillaume Farm. Il y a une contradiction lourde entre les déclarations de Maître Dubuisson qui dit qu'il a vu son client complètement shooté de médicaments, avec un état psychique très altéré par la prise de ces substances, au bout de 6 mois, puisque ça fait un peu plus de 6 mois qu'il l'assiste et le défend. Et puis, il y a les déclarations d'Alexandre Martin à Philippe dimanche, dans Histoire criminelle, qui dit que pendant 5 ans, c'est-à-dire presque 10 fois plus de temps, il a vu son client qui allait très bien sur le plan psychique. En tout cas, il n'a pas constaté qu'il était face à quelqu'un dont le discernement aurait été sévèrement altéré par la prise de médicaments. Donc il y a une contradiction entre la version de 2 conseils qui ont vu le même homme. Donc après, il y a une part de stratégie de défense qui consiste à dire que Cédric Jubilard parlerait maintenant et qu'il n'aurait pas parlé pendant 5 années parce qu'il aurait été abruti de médicaments. Bon, après tout se tente en matière de défense pénale, à voir ce que diront les jurés de la cour d'assises d'appel. Mais je voudrais qu'on ouvre justement avec vous, Marie Violo, la boîte à outils judiciaire. Parce qu'il y a la peine, il y a l'exécution de la peine, et on a parlé très justement ici sur ce plateau de l'isolement. Et c'est vrai que son nouvel avocat, il avait écrit aux autorités judiciaires en disant attention, mon client est allé à l'isolement, il y a ce procès en appel, et il menace de ne pas s'y présenter. Est-ce qu'il y a aussi ça dans la réflexion d'un avocat à un moment donné, que de viser à minima l'exécution de la peine et de sortir de l'isolement pour ce qui reste à endurer en prison? Alors, 2 choses. L'isolement, je crois ce qu'ils sont en train de dire, c'est que l'isolement l'aurait bloqué dans ses aveux et que l'isolement explique qu'il n'ait pas avancé plus tôt dans sa version des faits. Je crois que c'est une première chose. Et puis ensuite, vous me demandez si l'exécution de la peine et la manière avec laquelle elle va être exécutée peut conduire l'auteur sortir à de reconnaître. l'isolement, quoi, clairement. Et l'isolement, c'est 2 choses qui sont... Pardonnez-moi, c'est 2 sujets qui sont parfaitement différents. D'abord, comparer la situation d'isolé de Cédric Jubilard avec la situation d'isolé de Salah Abdeslam. Je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit bienvenu. Et puis encore une fois, l'isolement, c'est un socle et on ajoute tout un tas de mesures à ce socle-là. Il y a des hygiaphones, il y a l'impossibilité de voir des proches, il y a l'impossibilité de participer à des activités, à du travail. Bon, je ne sais pas exactement à quoi a été soumis Cédric Jubilard. En tout cas, je sais à quoi a été soumis Salah Abdeslam. Comparaison n'est pas raison, j'écarterai ça si vous me le permettez. Maintenant, il va être condamné, Cédric Jubilard, c'est certain. À quoi il va être condamné? À un quantum de peine, et ensuite il y a l'exécution de la peine qui sera la sienne. Cette exécution de la peine, elle dépend de l'attitude évidemment qu'il va adopter au cours de cette audience en appel qui arrive. Elle va dépendre aussi du rapport qu'il a avec ses interlocuteurs en détention, et c'est ce qui peut-être pourra conduire l'autorité non pas judiciaire mais administrative. Les avocats se sont adressés à l'autorité judiciaire, mais il est, je crois, à l'isolement administratif. Ces avocats, dorénavant, s'adresseront à l'autorité administrative pour le sortir de l'isolement, pour que sa peine soit, j'allais dire, plus facilement exécutable. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, les aveux obtenus, les aveux, en tout cas que l'on constate, je ne sais pas si on les a obtenus, je ne sais pas si lui a décidé d'y aller tout seul, je ne sais pas si quelqu'un en prison, un psychologue, un psychiatre, une visiteuse, un ami, une amie, peut-être celle avec qui il discutait dans la salle, qui peut-être lui a fait beaucoup de bien, en fait on n'en sait rien, peut-être que ces gens-là ont participé au fait qu'il avance. Et ça, c'est pas forcément dans l'objectif premier d'avoir un quantum de peine qui descend. Et c'est pour ça que la justice est finalement bien faite, c'est que elle prend son temps pour juger les hommes et là, à la cour d'assises, c'est ce vers quoi il faudrait tendre en permanence, c'est ce vers quoi les audiences devraient tendre. C'est qu'on prend le temps de juger des hommes. Et s'il y a un peu moins d'hystérie, si les gens sont redescendus, si en fait
on participe à un apaisement général. J'entends par là les professionnels de la justice, aussi les journalistes, pardonnez-moi, peut-être dans le respect des parties civiles. On parle beaucoup de la place de la victime, c'est aussi le temps du recueillement, c'est aussi le temps du respect de tout ça. Si on participe chacun à ce que ça s'apaise, alors on assistera à une œuvre de justice qui sera peut-être plus sereine et on comprendra comment Cédric Jubilard est arrivé à reconnaître les faits et à guider les enquêteurs sur le lieu, a priori, où aurait été mis les ossements d'ossements probablement humains. Là, je cite les investigations en cours, mais justement, avec vous, Philippe Godin, on a préparé cette émission. Vous m'avez rappelé quelle avait été la posture de Cédric Jubilard en première instance. Et donc, si ces aveux, cette coopération, elle ne garantit pas forcément une réduction de peine, pour compléter les propos de Maître Violot, il est tout de même le signe d'une prise de conscience de sa part. Comment est-ce que vous le... Alors, en tout cas, il le reconnaît. Je ne peux pas sonder sa personnalité. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a un objectif pour ces nouveaux avocats, et même pour lui, c'est de changer son image. L'image de Cédric Jubilard, elle a toujours été extrêmement mauvaise. On a toujours dit que c'était quelqu'un de provoquant, de quelqu'un d'arrogant. Son comportement, même en prison, était souvent souligné comme étant quelque chose de très désagréable. Et durant son procès, il n'a pas manifesté beaucoup d'empathie. Je vais vous faire un parallèle qui est très intéressant. On revient à l'affaire Jonathan Daval. Quand Jonathan Daval avoue pour la première fois, son avocat, c'est maître Randall Scherdorfer, il va avouer face au juge. Randall Scherdorfer va un tout petit peu griller la politesse au procureur et va parler avant le procureur. Il va sortir du bureau du juge et devant les caméras va dire « Mon client vient de reconnaître, un peu dans les mêmes termes que là, qu'il est à l'origine de la mort d'Alexia Daval. » Pareil, une dispute de couple qui a dégénéré. Pourquoi ? Il s'en est expliqué après Randall Scherdorfer. Il a grillé un peu la politesse au procureur, mais son client avait d'abord parlé aux enquêteurs. Pourquoi ? Parce qu'il dit le poids du mensonge était tellement lourd. Il y avait eu une comédie telle, et il y avait eu une telle médiatisation, je reprends effectivement ce que vous dites de cette affaire, qu'il fallait au plus vite corriger l'image de Jonathan Daval. C'était la seule chance que le procès puisse... un peu mieux se dérouler pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ça, l'idée de se dire qu'il faut changer au plus vite, corriger au plus vite l'image de Cédric Jubilard. Et c'est tout l'enjeu, à la fois de ses avocats, à juste titre, c'est leur travail, et peut-être même de Cédric Jubilard lui-même. On va poser la question à Philippe Boxeau, médecin légiste, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre dans ce grand dossier. Pourquoi est-ce que on vous retrouve, Philippe Boxeau ? Merci d'être avec nous, parce que au moment où on se parle, au moment où on se questionne sur la posture, l'attitude de Cédric Jubilard, qui visiblement est passé aux aveux, qui sur indication, qui a donné des indications extrêmement précieuses, qui ont permis de retrouver ces ossements. Information du service de police-justice TF1, LCI, retrouver ces ossements probablement humains à une dizaine de centimètres à peine sous terre, ce qui laisse entendre quoi ? Qu'ils n'ont pas été dissimulés à la va-vite, mais plutôt enterrés. Qu'est-ce que nous indique cette découverte ? Et quand ces os pourront-ils parler ? Alors, les os parleront sitôt qu'ils auront pu être examinés par les médecins légistes, et ça va pas tarder, à mon avis, c'est déjà en cours. Ils vont peut-être pas pouvoir dire grand-chose, parce que pour qu'un os puisse dire quelque chose, il faut qu'il ait une lésion à sa surface. Or, si, comme le dit Monsieur Jubilard, ou l'a dit à un certain moment, en tout cas, Monsieur Jubilard, il s'agit d'un étranglement, il y a peu de chances que l'on trouve des lésions sur les os. Les étranglements ne laissent pas de lésions sur les os, sauf sur un petit qui se trouve juste ici, à la base du cou, qui est l'os hyoïde qu'il faut encore retrouver, et encore, ce n'est pas une lésion systématique. Donc les os nous apprendront sans doute pas grand-chose, si en tout cas les choses se sont déroulées comme Monsieur Jubilard l'a dit un moment, à savoir par étranglement. Les os ne nous diront pas grand-chose, sauf qu'ils pourront nous permettre de vérifier l'identité de la personne et d'être certain qu'il s'agit bien de Madame Jubilard, de Delphine Jubilard et pas de quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Alors, enterré à 10 cm sous terre, c'est très peu. C'est vraiment très très peu. Je ne vais pas donner d'indication à d'éventuels autres meurtriers quant aux profondeurs qu'il faut atteindre, mais ce sont des profondeurs où l'on tente à peine de dissimuler le corps. 10 cm, c'est pas grand-chose. Quand on essaie vraiment de dissimuler un corps, d'habitude, on les retrouve enterrés bien plus profondément que cela. On a l'impression, mais ça c'est une impression, je suis pas sur les lieux, c'est vraiment une impression qui vient de mes quelques expériences sur la matière, que cet effet un peu vite, un peu à la va-vite, un peu de façon précipitée.
Il faudrait qu'il y ait effectivement, vous le disiez, des lésions sur ces os pour en savoir peut-être plus, parce que c'est la question principale. Comment est décédée, comment a été tuée, comment est morte, on ne le sait pas encore. Delphine Jubilard, est-ce qu'on saurait, à tout le moins, en fonction des découvertes qui sont faites à l'heure où on se parle et des fouilles qui sont en cours, combien de temps ce corps a séjourné sur ces lieux-là, s'il a été bougé, si des os ont été transportés? Est-ce que ce type d'indices sont susceptibles d'être découverts? Alors, c'est ce qu'on appelle une scène de crime secondaire, c'est-à-dire l'endroit non pas où la personne a été tuée, mais où le corps a été déposé. J'ai connu plusieurs affaires où les corps ont été déposés, enfin transférés plusieurs fois en des endroits différents, parce qu'on risquait de les découvrir. Donc, on ne sait jamais, c'est une possibilité, mais pour l'instant, elle n'est pas évoquée. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où un corps est dans cet état-là, il est difficile de dire depuis combien de temps il s'y trouve. Le seul élément qui nous permettrait d'avoir une certitude quant au moment du décès, c'est la présence d'insectes, la présence de larves de mouches, la présence de mouches, qui sont d'excellents indicateurs, qui ont été d'ailleurs découverts par un vétérinaire français, M. Ménia, en 1851, et qui nous permettent de mettre bien en évidence le jour, non pas l'heure, ça c'est pas possible avec les insectes, mais à tout le moins au jour près, on est très proche de la date du décès. Il faut qu'il y en ait. Alors quand un corps est enterré sous 10 cm de terre, malheureusement, il y a peu de chances qu'il y ait des insectes, vraiment très très peu. Ou alors il faut qu'il ait été très mal enterré. Enterré par exemple avec des mottes de terre, plutôt qu'avec une terre qui couvre complètement, mais avec des mottes disséminées qui laissent place à des écarts qui permettent aux mouches d'accéder au corps. À ce moment-là, oui, il y aurait moyen. Mais en dehors de ça, il n'y a pas moyen. Et c'est tout le problème de l'exhumation. Quand un magistrat me demande si ça vaut la peine d'exhumer un corps ou pas, je lui dis toujours que je n'en sais rien, que je ne pourrais lui répondre que quand on l'aura exhumé. Vous pouvez exhumer un corps 5 ans après, il n'en reste rien. Vous pouvez exhumer un corps, tout dépend de la terre, 5 ans plus tard, il peut encore faire des découvertes. Même sur les tissus mous, vous pouvez même encore trouver des coups de couteau. Donc vraiment, ça dépend de tellement de facteurs qu'il n'est pas possible d'y répondre sans avoir l'expérience de ce cas-là. Chaque cas est spécifique. Bien sûr, docteur Philippe Boxeau, restez avec nous. En tout cas, pour ce qu'on en sait, une partie des ossements probablement humains, je cite encore une fois les investigations, ont été transmis à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Raphaël Maillochon, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines? Selon nos informations, ils n'ont pas encore été transportés à Pontoise. Ce sont des techniciens, des experts qui sont sur place, de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui se sont transportés depuis Pontoise vers cette plaine, ce champ sur la commune de Mayotte. Nul doute que dans les prochaines heures, aujourd'hui, il faut faire un travail de figer cette scène de crime, parce que ça en est une. Il faut faire des photographies, un scanner parfois 3D de la scène de crime peut être réalisé avant que tout cela ne soit exhumé en totalité et envoyé avec certitude, quasi-certitude en hélicoptère à Pontoise, et puis ensuite soit analysé. Ce qui est certain, selon nos informations, c'est pour pouvoir attester, faire des recherches, des parallèles ADN, pour pouvoir attester que ces os sont bien ceux de Delphine Jubilard, cela prend seulement quelques heures, nous dit-on. Donc, si ces ossements arrivent en fin d'après-midi, en début de soirée à Pontoise, nul doute que demain, le procureur de la République pourra communiquer pour attester que cette découverte correspond bien au reste de Delphine Jubilard. Ces ossements, vous faites bien de le préciser, l'intégralité du squelette, une partie simplement des ossements, on n'en sait pas grand-chose en fait en réalité au moment où on se parle, et c'est pour ça qu'on prend la direction du Tarn. Nous attend notre envoyé spécial Kylian Prévost avec Mario Lender qui est derrière la caméra, qui vous accompagne. Kylian, les fouilles au moment où on se parle, il est 17h30 sur LCI, elles se poursuivent. Oui, effectivement, cela fait maintenant plusieurs heures que les gendarmes poursuivent inlassablement leur recherche de terrain dans cette zone, on l'a dit, très boisée, entourée de champs. Et ce qui est intéressant justement avec cette zone qui a été fouillée, c'est que d'après le maire de la commune où on se trouve, donc Mayotte, qui est à peu près à 11 km du domicile des Jubilards, c'est que cette zone n'avait encore jamais été investie par les gendarmes. Et c'est justement ici que ce matin, on a donc, vous l'avez dit, retrouvé des ossements potentiellement humains.
humain qui pourrait provenir d'une partie basse d'un corps humain, comme par exemple un fémur. Mais cela, pour pouvoir déterminer que c'est bien la partie de corps de Delphine Jubilard, il faudra bien sûr des analyses approfondies. Pour cela, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui va analyser cela en laboratoire, notamment en matière d'ADN. Et en attendant, je vous le disais, 100 gendarmes sont donc toujours mobilisés ici, à la fois pour cartographier la zone, scanner la zone, mais également pour bloquer les accès alentours, à la fois pour les médias ou aussi pour des gens qui seraient tentés de venir ici pour assister à ces zones de recherche. Kylian Prévost, merci à vous. Merci également à Marie Hollander qui vous accompagne. Vous êtes à Villeneuve-sur-Verse dans le Tarn. J'ai une question assez technique à vous poser parce que je suis assez frappé. En réalité, Kylian, notre envoyé spécial, il nous dit qu'en fait, les recherches, elles sont encore en cours. La zone a été sécurisée pour éloigner tous les journalistes, tous les curieux. Il y a même un dispositif anti-drone, etc., etc., etc. Pourtant, dans la journée, on apprend très vite que des ossements ont été retrouvés. Et pourtant, les fouilles continuent. Oui, parce que qui dit ossement ne dit pas nécessairement l'intégralité du squelette, d'abord. 8 cm d'enfouissement, c'est peu. Ça a duré peut-être 5 années et demie, c'est très long, il y a pu y avoir des déplacements. Après, vous ne cherchez pas que des ossements. Delphine Jubilard, est-ce qu'elle était vêtue? La probabilité est plutôt oui, donc au moment de sa disparition. Donc vous allez rechercher d'autres éléments, en tout cas toutes les traces et indices. Donc ça ne dure pas que quelques minutes. Ce type d'investigation, ce type de relevé. Vous devez vraiment quadriller la zone. Pardon. Non, Philippe Godin, Guillaume, et c'est aussi très important, il y a à la fois la recherche des ossements, comme le dit Guillaume, du téléphone peut-être de Delphine Jubilard, qu'on n'a jamais retrouvé, qui est peut-être aussi dans cet endroit. Et puis il y a aussi tout le travail, Raphaël commençait à le dire en disant on cartographie toute la scène, parce qu'on va pouvoir en sortir beaucoup d'informations, parce qu'à un moment, tout ce qu'on collecte là, il va falloir le confronter avec la version de Cédric Jubilard. Ouais. Et on va lui dire, on va peut-être faire une reconstitution dans ce champ, et lui dire d'accord, vous avez pris une pelle, vous avez creusé comment ? Et si vous avez pris la terre où? Et tout ça, c'est la topographie des lieux, c'est les photographies qu'on a fait, c'est l'étude de cette zone qui va nous permettre de dire ce que dit Cédric Jubilard peut correspondre à la réalité, ou de lui dire à un moment, non, mais attendez, l'histoire que vous nous racontez ne colle pas avec le terrain. Mais très précisément, pour collecter des indices, Philippe Boxeau, on imagine que des médecins légistes sont sur place également, peut-être à la recherche d'indices. Philippe Boxeau, comment ça se passe très concrètement sur ces zones de fouilles? Alors, sur les zones de fouille, vous avez des gens du laboratoire de police technique et scientifique, donc des gens du labo, qui participent à la fouille, qui font la fouille. Et nous sommes là plutôt en assistance, c'est-à-dire pour les aider. La plupart du temps, chez nous, c'est quand ils découvrent quelque chose, ils nous demandent, tiens, par exemple, est-ce que c'est un os, est-ce que c'est pas un os, est-ce que c'est quelque chose d'important, est-ce que c'est pas important. On travaille ensemble, mais ce n'est pas le médecin légiste qui est seul sur la scène. Nous sommes là avec des gens du laboratoire de la police technique et scientifique pour rechercher toutes les traces, tous les indices que l'on pourrait trouver. On pourrait trouver une arme, on pourrait trouver un téléphone, on pourrait trouver un couteau, on pourrait trouver des tas de choses, en fait, qui sont très intéressantes de relever. Et là, le périmètre doit s'étendre sur une distance minimum de 25 mètres carrés autour de la découverte du corps. Philippe Boxeau, merci infiniment pour vos éclairages. Vous êtes l'auteur de La mort, c'est ma vie aux éditions Ken. Je cite le titre de votre ouvrage. Merci encore une fois pour ces éclairages. Je me tourne vers vous, Guillaume Fard. Un mot encore sur ces recherches. Vous disiez, et on l'a entendu ici, chaque indice permettra de confronter Cédric Jubilard, c'est Philippe qui nous le disait, à sa propre version des faits, et ça sera évidemment une incidence pour le procès en appel qui s'ouvre en septembre prochain. Ah mais ça c'est indéniable, c'est-à-dire que les déclarations qu'il a faites, non pas dans la lettre qui a été divulguée à la presse, mais celles qu'il a faites à la présidente de la cour d'assises, quand il a été reçu à la cour d'appel de Toulouse hier. Ces déclarations-là, plus le fait qu'il a été transporté sur place, ce qu'il a pu dire, tout est consigné par un greffier. Et tous ces éléments-là, évidemment, s'ajoutent à la procédure. Et d'ailleurs, il y a une question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est est-ce que la date du procès va être maintenue au 21 septembre ? Oui. C'est de moins en moins probable, objectivement. Mais c'est pas nous qui avons la clé, c'est à la main de la présidente de la cour d'assises. Mais en tout état de cause, vu qu'il y a des investigations en cours, vu qu'il y aura sans doute des actes complémentaires sur la base ne serait-ce que des rapports d'autopsie et des constatations en médecine légale, vu aussi qu'on va peut-être redemander une reconstitution, c'est pas exclu. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour comprendre comment Cédric Jubilard aurait pris la voiture de Delphine Jubilard, dont on a beaucoup commenté le fait qu'elle n'était pas tout à fait garée dans le sens que serait partie jusque dans cette zone.
la question de sa capacité même physique à transporter un corps, parce que ça a été beaucoup commenté lors du premier procès en cour d'assises. Cédric Jubilard, c'est pas quelqu'un qui est de forte corpulence, qui a une musculature imposante. Bon, ça demande quand même un peu de force de porter un corps. Hein. Et donc tout cela, tous ces éléments-là, ils vont devoir être recoupés, confrontés. Donc en fait, ça peut décaler le calendrier. Et ça peut peut-être conduire à ce que le procès en appel qui devait se tenir le 21 septembre soit... Et ça, c'est une question, Guillaume Fart, que j'ai envie de poser à Maître Laurent Boguet, qui nous fait l'amitié d'être avec nous, qui est l'avocat des enfants de Cédric et Delphine Jubilard. Maître, bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vous posera cette question. Hein. Le procès en appel, il a lieu normalement le 21 septembre, mais pour toutes les raisons qu'on a exposées ici, bien la date pourrait être reportée. Mais d'abord, vous défendez, je le disais, les enfants. Vous êtes l'avocat des enfants de Cédric et Delphine Jubilard. On se souvient que le fils, et Philippe Gaudin nous l'avait rappelé, le fils de Cédric et Delphine Jubilard avait écrit une lettre à son père lui demandant de dire la vérité. Des ossements ont été retrouvés. On approche peut-être de cette vérité. Il y a là un soulagement. Oui. Je crois que vous avez parfaitement raison. En réalité, l'événement qui est un événement important qui intervient aujourd'hui, c'est celui de la restitution de la dépouille de Delphine. Il y a deux choses à en comprendre. D'abord, je crois que Cédric Jubilard s'inscrit dans un dû. Il devait cette vérité à ses enfants et il devait restituer la dépouille de leur mère pour qu'ils puissent se livrer, je dirais, à un travail de deuil efficient, qui soit en mesure de lui accorder une sépulture digne de ce nom, qu'il puisse éventuellement satisfaire à des rituels religieux qui leur appartiendront, mais je crois que c'est tout sauf anodin, et également pouvoir se recueillir, comme le disait la petite Elia, en déposant un dessin tout simplement sur une tombe. Et puis au-delà, vous avez la reconnaissance de celui qui désigne le lieu du corps comme étant le meurtrier. Et c'est une deuxième étape, celle effectivement de la vérité judiciaire qui s'ouvre. Donc en fait, c'est un soulagement qui met un terme à une attente interminable. C'est la première étape. Et puis il y aura celle du procès qui effectivement sera sans doute décalée, vous avez raison. Maître Laurent Boguet, vous nous le confirmez, hein, vous êtes l'avocat des enfants de Cédric et Delphine Jubilard. Vous avez appris à vos clients que ces ossements, une partie des ossements probablement humains, avaient été retrouvés. Vous nous le confirmez ? Oui, bon, c'est le côté un peu dérisoire et essentiel de la mission. Hein. Je vous dis, c'est un combat qu'on mène à leur côté depuis 5 ans et demi. Alors, quand on vous annonce cette nouvelle, vous êtes d'abord envahi par un sentiment plutôt heureux. Vous vous dites, je vais pouvoir annoncer aux enfants quelque chose d'important. Et puis, il y a 3 points de suspension dans votre tête. Vous vous dites, mais en fait, je vais rien réparer, je vais rien leur rendre. C'est uniquement des ossements après 5 ans et demi d'une sépulture bien triste. Et pour autant, après, vous reprenez de la force pour leur dire, mais ça, je leur dois. La justice a apporté une réponse essentielle. Et donc, c'est un exercice qui est un exercice inhabituel et assez inconfortable, pour être tout à fait honnête avec vous. Maître Laurent Boguet, d'un point de vue très très procédural, comment est-ce que vous avez vous-même appris la nouvelle de la découverte de partie de ces ossements ? Disons que nous sommes en contact avec les autorités judiciaires. Je dirais que je ne l'ai pas appris par voie de conférence de presse. J'ai des interlocuteurs qui sont effectivement les magistrats désignés dans ce dossier et qui ont eu l'élégance de décrocher leur téléphone pour nous tenir informés et nous permettre, bien évidemment, de répercuter ces informations auprès de nos jeunes clients. Bon, vous nous l'avez dit, hein, Maître Laurent Boguet, immense soulagement, et on peut le comprendre encore une fois des enfants de Cédric et Delphine Jubilard. L'idée quand même de savoir comment est-ce que maintenant les choses vont se dérouler, comment est-ce que vous allez accompagner ces enfants dans cette marche très pénible qui va être celle d'une confrontation avec cette vérité qu'ils attendent à présent. Oui, je crois que, si vous voulez, dans un premier temps, le temps du recueillement qui est rendu possible, et puis dans un second temps, ce second procès qui fait suite à un premier procès pour lequel Cédric Jubilard s'est vu infliger une peine de 30 années de réclusion criminelle.
Il en a interjeté appel, c'est son droit le plus absolu, et il appartiendra à la justice. À partir de nouveaux éléments, moi, si vous voulez, j'appelle de mes vœux, parce que nous sommes paradoxalement moins pressés. À partir du moment où on retrouve la dépouille de Delphine, la justice peut s'accorder le temps, effectivement, d'examiner de manière extrêmement attentive les différents éléments. La découverte de ces ossements, c'est l'ouverture à des vérifications scientifiques, médico-légales, anatomiques, et ça permettra bien évidemment d'élargir le champ des questions susceptibles d'être adressées à Cédric Jubilard. Les questions, en fait, il en a reçu beaucoup, il les a reçues depuis le début, mais c'est son changement d'état d'esprit qui va peut-être nous permettre de cheminer vers la vérité et de permettre à Louis de se convaincre que c'est lui qui dit la vérité depuis le début et que c'est son père qui avait menti. Maître Laurent Boguet, Philippe Gaudin a une question pour vous. Maître, Cédric Jubilard dit aujourd'hui avoir des remords, dit aujourd'hui parler pour ses enfants. Est-ce que vous aviez eu le sentiment pendant le procès qu'il se préoccupait de ses enfants, qu'il y avait quelque chose en lui qui le travaillait? Et est-ce que vous croyez aujourd'hui à la vérité que nous délivre Cédric Jubilard, à savoir une énième dispute, je reprends les termes de ses avocats, qui aurait dégénéré? Alors, c'est très compliqué parce qu'en réalité, à l'heure où nous parlons, je n'ai pas eu accès aux nouvelles déclarations de Cédric Jubilard. Bon, il semblerait qu'il n'exclut pas effectivement l'idée d'une annonce qui dégénère et qui entraîne, je dirais, la mise à mort par étranglement de Delphine. Si c'est ça, ça ne change pas grand-chose, je dirais, en termes d'approche de sa responsabilité, parce que l'étranglement me semble clairement incompatible avec l'idée qu'on peut se faire, en tout cas que la justice se fait, des coups mortels. Voilà, un étranglement, c'est un acte prolongé qui vous confronte directement aux réactions de votre victime, et par définition, l'intention homicide, elle s'en déduit naturellement. Ça, c'est la première de toutes les dimensions. Après, nous verrons effectivement ce qu'il a à nous livrer. J'ai envie de lui accorder quelque chose, c'est que je pense qu'il a lézardé au temps où il était incarcéré. Les déclarations qu'il fait au codétenu Marco, les déclarations qu'il fait à ses compagnes du moment, en particulier la dernière qui répondait au prénom de Jennifer, sont finalement, quand on les réexamine, des éléments qui ont tendance à corroborer effectivement ces derniers aveux. Donc je ne désespère pas que cet homme s'approprie progressivement le crime, ça n'enlève en rien la gravité à la gravité de l'acte, mais c'est quand même extrêmement important qu'il puisse effectivement assumer cette part de lui-même qui l'a commis à commettre l'irréparable. Maître, j'ai une question à vous poser depuis la position que vous occupez. Comment est-ce que vous expliquez ce revirement de la part de Cédric Jubilard, son passage aux aveux, les indications qu'il donne aux enquêteurs qui permettent de découvrir ces ossements? Comment est-ce que vous l'expliquez, de votre position? Alors, moi, on a été quelques-uns au temps du premier procès à lui dire qu'il fallait véritablement qu'il fende l'armure et qu'il arrête de nous mentir, tout bêtement, parce que ces mensonges le conduisaient systématiquement à se précipiter dans un mur de vérité composé par le faisceau d'indices. Est-ce que ça a eu de la résonance? Peut-être. Est-ce que le fait de se voir infliger une peine de 30 ans de réclusion criminelle a contribué également à le faire réfléchir? Sans doute. Est-ce qu'il considère devoir le faire pour les enfants? Peut-être. Vous voyez que les choses s'effritent un peu, parce qu'on ne peut pas exclure aussi qu'à un moment donné, compte tenu des déclarations que j'ai pu entendre, il y ait une part de stratégie utilitaire qui consisterait en quelque sorte à obtenir ou chercher à obtenir une minimisation au niveau de la sanction. Je crois qu'on n'en est pas là. Moi, ce que je salue à minima, c'est que nous puissions effectivement avancer par rapport à la découverte du corps de Delphine. Après 5 ans et demi, il était temps, ai-je envie de dire, mais c'est quelque chose que je ne lui retranche pas. C'est intéressant, Maître Marie Violo. Restez avec nous, Maître Laurent Boguet. On viendra vous voir, mais j'interroge une de vos consoeurs sur ce plateau. C'est intéressant ce que nous dit quand même Maître Boguet, puisqu'il pose des mots quand même: responsabilité, intentionnalité, remords, manipulation. Les mots, parce que le procès en appel s'ouvrira tôt ou tard, ils ont un sens et ils sont chargés de sens. En fait, mon confrère, l'avocat des enfants du couple Jubilard, il a très bien
résumer les choses, et je crois qu'il n'y a personne de mieux placé que lui pour le faire. Un homme, c'est complexe. Et même Cédric Jubilard est complexe. Et le constat qu'on fait de ce qu'il a avancé dans sa version et de ce qu'il a commencé à reconnaître les faits, comment il les explique, c'est autre chose. C'est la réunion, c'est la somme de plusieurs causes. Et cette somme de ces causes, ça peut être, il l'a dit, les avocats des parties civiles qui ont peut-être réussi à le bousculer. Ça a pu être de voir ses enfants à la barre, ça a pu être d'entendre cette lettre lue, ça peut être 1001 choses. Et en fait, le résultat, c'est que l'homme avance. C'est pas uniquement une stratégie. Et c'est ça peut être autre le travail chose de l'avocate pénaliste que vous êtes, c'est de faire Bien sûr, avancer vos clients. En fait, nous, on a un devoir de conseil. Comment dirais-je ? Notre exercice, il est différent. On fait avec notre dossier, et puis on fait avec notre client. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à chaque fois. Et à chaque fois, c'est différent. Et si on a quelqu'un qui veut avancer et qu'on sent avoir envie d'avancer, et qu'on sait que ça va lui faire du bien et que ça va faire du bien à la justice, en fait, on va lui le prendre par la main et on va l'amener à cela. Au contraire, on ne va pas forcer quelqu'un à reconnaître. Jamais un avocat ne doit forcer son client à reconnaître, parce que c'est pas notre boulot du tout. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Et en fait, quand un homme reconnaît un crime, c'est quand même extraordinaire que de reconnaître un crime de cette ampleur-là. Alors, il reconnaît la responsabilité dans la mort. Mais c'est énorme. Mais en fait, c'est déjà énorme. Et même si tout le monde le déteste, et s'il a commis absolument l'irréparable, c'est énorme. Et c'est aussi ça, la puissance de la justice, c'est de faire en sorte que les gens avance, et que à la fin, la décision qui soit prise, ça soit la décision la plus intelligente possible. Et peut-être que si lui dort mieux parce qu'il a reconnu les faits et qu'il estime avoir été jugé pour ce qu'il a commis, alors en fait, on aura gagné. Et ensuite se posera l'exécution de sa peine. Et cette exécution, elle se fera nécessairement de manière plus sereine pour lui, et nécessairement de manière plus sereine pour les gens qui seront amenés à l'encadrer. Et probablement également pour les victimes qui attendent des réponses. Et c'est pour ça, Maître Laurent Boguet, j'ai envie de vous entendre sur ce qui vient d'être soulevé. Mais je n'ai rien à retrancher, ni même à ajouter par rapport à ce que vient d'indiquer Maître Violo. Je suis complètement d'accord avec son analyse. C'est la patte humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous pouvons considérer que ce drame trouve naissance dans des profils antagonistes sur le plan du couple. Une envie d'émancipation amoureuse se traduit par une réponse faite de vécu abandonnique et de dimensions insupportables à la perspective, à l'annonce d'une rupture. Et tout ça doit être analysé, j'ai envie de dire, le plus finement possible au niveau de la justice, parce que c'est à ce prix-là qu'on peut effectivement comprendre les choses. La difficulté à laquelle on était confronté, c'est que Cédric Jubilard s'était inscrit dans un déni qui empêchait effectivement toute forme d'avancée au niveau de la compréhension de son passage à l'acte, de sorte qu'on avait une analyse de sa personnalité, des faits, pour lesquels il était spectateur en fait. Et c'était assez frustrant. Moi, je crois que le second procès s'ouvre selon des auspices différents. Et à partir de là, eh bien, tant mieux que Cédric Jubilard nous explique qu'il y a beaucoup de questions qui vont lui être adressées. Pourquoi il a pu penser à cette solution qui passait par le crime ? Pourquoi effectivement il a agi et comment l'a-t-il fait ? Il y a des questions qui sont têtues et obstinées à ce sujet. Et puis l'attitude aussi qui peut correspondre à celle d'un déni, mais qui pendant 6 mois l'a conduit à se comporter comme une victime déclarée, autoproclamée, et à afficher des comportements qui effectivement posent clairement question, qui interrogent sur l'absence de remords, sur l'absence de remise en question personnelle. Tout ça, c'est des choses qui vont être débattues grâce effectivement au travail qui va être accompli
par la justice dans les suites de ces déclarations. Vous avez une forte conviction, maître Laurent Boguet, vos clients ont une conviction très forte, mais étant donné que Cédric Jubilard est passé aux aveux, étant donné qu'il a donné des indications qui nous mènent à la découverte de ces ossements, on va rester prudent, mais qui sont très probablement peut-être ceux du corps de Delphine, la maman des enfants que vous défendez. Si d'aventure cette accumulation de circonstances, d'aveux, d'indications, de passage, encore une fois, à quelque chose qui s'apparente à la vérité, compte tenu de la complexité de ce qu'est un homme, un criminel présumé, on vient de s'en parler. Si d'aventure tout cela devait aboutir à une réduction de peine, quelle serait votre réaction et de celle de vos clients ? Écoutez, je ne me pose pas la question à ce stade-là. Elle viendra peut-être. Je ne vais pas vous faire de réponse de Normand. En réalité, je ne crois pas que ça soit le quantum de la sanction qui préoccupe à cet instant Louis et Elia. Moi, ce que je crois, c'est qu'ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'entendre ce qui s'est passé, ils ont besoin peut-être d'entendre, je dirais, leur père s'exprimer avec une sincérité qu'il avait écartée jusqu'à présent. Voilà, ce qui est essentiel dans l'œuvre de justice, c'est qu'il puisse s'approprier le crime qu'il a commis pour de bonnes raisons. Voilà. S'il est capable de venir avec cette démarche sincère, alors il appartiendra à la justice, j'ai envie de dire à la justice populaire, celle qui est composée par un jury populaire à charge d'appel, 12 magistrats issus du peuple et de nos formations professionnelles, de dire ce qu'il y a lieu de faire. Vous aurez le contrepoint qui consiste aussi à retenir que pendant 5 ans et demi, il a peut-être baladé un petit peu tout le monde et que cette froideur, ce défaut d'affect a peut-être un prix. Enfin, tout ça, c'est dans le cadre du procès à venir que les choses seront débattues. Et je crois, ici encore, que la justice doit véritablement faire l'effort de l'interroger à partir de nouveaux éléments scientifiques qui seront établis. Vous savez, la découverte d'ossements, c'est peut-être effectivement la caractérisation d'une strangulation en fonction des fractures qu'on peut retrouver sur certains os, notamment lipoïdes, etc. Enfin, je ne suis pas médecin légiste, mais on attend tous, évidemment, les résultats des analyses scientifiques pour pouvoir avancer un peu sur le chemin de la vérité et orienter nos questionnements en direction de Cédric Jubilard. Et peut-être permettre à vos enfants d'enterrer dignement leur maman, parce que c'est ce qu'ils souhaitent et c'est eux que vous défendez, maître Laurent Boguet. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, puisque vous parliez de ces ossements qui ont été découverts, des fouilles sont en cours au moment même où on est en train de se parler. On a des envoyés spéciaux qui sont sur place et ils nous disaient que des dizaines et des dizaines d'enquêteurs, de médecins légistes, d'hommes de la gendarmerie nationale étaient sur les lieux. On le voit sur ces images. Les fouilles, elles sont en cours, mais on retiendra que Cédric Jubilard, ce sont vos propos, maître, devait cette vérité tout de même. Philippe Gaudin, 6 juillet, coup de théâtre, il passe aux aveux, Cédric Jubilard. 16 juillet, on retrouve ses ossements, et c'est peut-être là l'épilogue d'un des plus grands feuilletons judiciaires, mystère même, judiciaire français de ces dernières années. Je vais reprendre le titre du grand dossier. Est-ce que c'est la fin du mystère ? Moi, je ne pense pas. Pour 2 éléments. D'abord, vous parliez à l'instant à juste titre de la vérité d'un homme et d'un chemin de vérité. Est-ce qu'on a la vérité ce soir ? Non. On a la première version de Cédric Jubilard. Il y a eu 182 jours qui se sont écoulés entre la disparition de Delphine Jubilard et le moment où il est incarcéré. Que s'est-il passé pendant ces 182 jours ? A-t-il déplacé le corps ? A-t-il parsemé le corps de Delphine Jubilard ? Aura-t-on ce soir l'intégralité du corps de Delphine Jubilard ? Je n'en suis pas sûr. Et là encore, on est sur le chemin de la vérité avec la première version de Cédric Jubilard qui permet une avancée considérable et essentielle pour la famille de Delphine Jubilard. Et puis la deuxième question, c'est la préméditation. Oui. Est-ce qu'il y a eu préméditation ou non ? Parce que ça aussi, ça va changer les choses. Pardon, mais on réentend de façon un peu différente aujourd'hui cette phrase qu'il a dit à sa propre mère 3 semaines avant que Delphine Jubilard ne disparaisse, quand il lui dit « Un jour, je vais la tuer et je la ferai disparaître et personne ne retrouvera jamais son corps ». Et il avait dit vrai. Personne n'a retrouvé son corps. S'il n'avait pas donné les informations, on ne saurait toujours pas où est le corps de Delphine Jubilard. Donc, on a encore des inconnus extrêmement puissants dans cette affaire. Et comme il avait dit vrai, Philippe, je rebondis, il avait dit vrai à son ex-compagne Jennifer, à son ancien co-détenu. Il n'était pas incarcéré avec lui, mais à une cellule à côté, le fameux Marco. À Jennifer, il avait donc une ex-compagne. Il lui avait dit, je la cite, il m'a dit qu'il l'avait étranglée,
Là, il lui aurait mimé avec son bras un signe d'étranglement autour de son cou, et que Delphine est à environ 15 minutes, enterrée à 15 minutes, qu'ils ne retrouveront que les os. Et ensuite, à Marco, son ancien codétenu, il avait précisé, je le cite, « J'espère que son corps ne va pas remonter ». Bref, on voit que au procès, j'ai assisté à une semaine sur les 4 de son procès, il n'a fait que nier ces accusations par Jennifer, par Marco, et en fait, on le voit quasiment quelques mois plus tard, ce procès en première instance, eh bien, il avait totalement dit vrai à ces 2 personnes. Mais très intéressant parce que, et on va vous entendre juste après, mais je voudrais qu'on voit cette séquence ensemble. Guillaume Fard, 7-8 avait consacré évidemment une longue investigation à cette affaire Jubilard, et sur ces faisceaux d'indices qui peu à peu remontaient sur cette piste et qui immanquablement allaient désigner un homme, Cédric Jubilard. Le fils du couple a raconté avoir été témoin d'une dispute entre ses parents. Une voisine a entendu les cris d'une femme. Dans le salon, les gendarmes ont retrouvé les lunettes brisées de l'infirmière. Selon plusieurs témoins, la voiture de Delphine a changé de sens de stationnement pendant la nuit, laissant penser que Cédric Jubilard l'aurait utilisé pour se débarrasser du corps. Oui, Guillaume Fard, on se le disait, beaucoup d'indices, un faisceau incroyable et à la fin une intime conviction en première instance. Pas de preuve formelle, mais néanmoins une condamnation à 30 années de réclusion criminelle. Et en fait, ce qui est une stratégie de défense qui évolue, parce que le rôle de la cour d'assises, c'est de concourir à la manifestation de la vérité judiciaire. Mais ça n'est pas exempt de stratégie de défense. Donc la stratégie de défense initiale, c'est dénégation en bloc. Et puis on joue sur le fait qu'il y a l'absence de corps, l'absence de scène de crime, l'absence d'aveu, et des éléments qui certes forment un faisceau, mais qui pris isolément peuvent tout à fait se contredire. Et la contradiction a été férocement apportée par la défense de Cédric Jubilard lors du procès à Albi. Et puis maintenant, une nouvelle stratégie de défense, ce qui semble l'être, de dire que il y aurait un caractère presque soudain au fait de tuer son épouse sous le coup de la colère et de tenter une forme de requalification en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Bon, il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce qui est le mode opératoire. Si c'était confirmé que c'était la strangulation, ça marche rarement devant une cour d'assises, parce que la strangulation, c'est pas je donne un coup, la personne chute et tombe et meurt. C'est de longues minutes pendant lesquelles vous assistez à la mort de la personne que vous étranglez. Et donc, vous avez quand même le temps un petit peu de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Affaire Jubilard, après 6 ans de mystère, le dénouement. J'ai envie de poser la question au docteur Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue, qui nous attend et qui nous fait l'amitié de répondre à nos questions. Très simplement, comment est-ce que se produit, de votre point de vue, de la place que vous occupez, je rappelle, vous êtes psychologue et criminologue, un tel retournement, un tel basculement, comment est-ce qu'on passe aux aveux subitement ? Alors, pour faire très court et pour simplifier, je rappellerai que la cour d'assises, c'est en quelque sorte un fusil à 2 coups. Je suis désolé pour la métaphore. Le premier coup, c'est le premier tour. La défense choisit, c'est-à-dire de nier systématiquement et de façon un peu très très forte et constante les faits criminels. Elle n'a pas payé. Et il y a eu un mot très important dans la lettre dite de révélation des faits ou d'aveu. C'est que Cédric Jubilard aurait dit, je ne l'ai pas vu, donc il faut le vérifier, qu'il reconnaît son implication dans la mort de sa femme, et pas le fait qu'il ait tué sa femme. Donc ça annonce peut-être un revirement de stratégie de défense, où effectivement, en matière criminelle, il y a 2 éléments qui doivent prévaloir, la matérialité des faits, et le fait qu'on puisse reprocher ces faits criminels à la personne donc mise en examen, etc. Donc ce qui va être sûrement très rapidement fait. Et puis l'intention criminelle, et c'est là où il y a une marge possible sur l'intention criminelle. Ça a déjà été dit avec le fait d'avoir été pris dans une dispute ou le fait d'être dans une dispute qui a pu entraîner la mort sans intention de la donner. Et là, il y a une minoration de la peine espérée, donc un gain pénal espéré. Et après, la suite dira ce qui se passera. C'est le procès criminel avec une nouvelle composition, des nouveaux magistrats et des nouveaux jurés qui diront, au terme d'un débat contradictoire très argumenté, avec les nouveaux éléments révélés par l'enquête, qui seront prépondérants pour le verdict final. Merci à vous, docteur Jean-Pierre Bouchard. Merci également
à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir accompagnés lors de ce grand dossier manipulation, meurtre prémédité, dispute qui a mal tourné. Vous avez raison, Philippe Gaudin. En réalité, ce mystère n'en a pas fini d'être dévoilé. Tout reste encore à écrire. Je rappelle, et ce sont les dernières informations en notre possession, que des ossements probablement humains ont été découverts dans le Tarn sur indication de Cédric Jubilard. Il pourrait s'agir du corps de Delphine Jubilard, dont je rappelle la disparition en décembre 2020.